Malheureusement, la laïcité est dévoyée quotidiennement. On le voit très régulièrement par les hommes politiques du plus haut niveau, à commencer par M. Sarkozy lui-même, qui, lorsqu'il se déplace, se signe, alors qu'il n'a aucun respect pour la fonction présidentielle, et que la République et la laïcité voudraient qu'il ne mette pas en avant ses convictions religieuses. Or, malheureusement, on le voit régulièrement, pas que lui d'ailleurs. On voit régulièrement des atteintes à la laïcité de la part des plus hauts personnages politiques, et j'ai à l'exemple un élément qui est choquant à l'extrême et dont les médias n'ont pas parlé, les hommes politiques non plus. C'est Madame Nicole Guedj, qui était sous le gouvernement de Chirac, représentante de la République, secrétaire d'État des deux victimes, qui, lorsqu'elle a fini son mandat de 2 ans, est interrogée par des journalistes et ils lui disent « Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans votre ministère, Madame Nicole Guedj ?» Elle leur dit « Ça a été d'obtenir la nourriture cachère dans le ministère. » Alors j'y suis arrivé et en plus j'ai cachérisé même la vaisselle. Donc dans les salons de la République, un ministre dans une République laïque qui se permet d'affirmer des choses comme ça, et dont on n'entend ni les ministres, ni les journalistes, ni personne n'en parler, c'est vraiment, j'allais dire, tordre le cou à la laïcité, voilà. Et on prétexte que les musulmans seraient des gens qui porteraient atteinte à la laïcité, qui mettraient en danger la laïcité. C'est entièrement faux. Moi, je me sens musulman, je défends la laïcité, au contraire. Je suis engagé, musulman pratiquant, je fais partie des commissions Islam-Laïcité, où justement on réfléchit sur les compatibilités ou incompatibilités qu'il pourrait y avoir entre mes convictions religieuses, mon vécu de musulman, et mon vécu de citoyen. Et j'en trouve pas. Et mes collègues francs-maçons de gauche, et de tout ce qu'on veut, de toutes les composantes de la gauche et de l'extrême gauche, ne trouvent pas d'incompatibilité. Donc je vois pas, et on ne demande rien, les musulmans de ce pays, les citoyens français de confession musulmane, ne demandent pas un traitement particulier. On veut simplement l'application de la laïcité de manière égalitaire. Et je termine sur cette question, si c'est pas trop long. Quand on voit Madame Rachida Dati qui envoie une circulaire à tous les centres de formation et tous les, comment on appelle, les centres de formation pour la formation des... Il y avait un concours des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Elle a envoyé un courrier en disant reportez l'examen de la PJJ parce que ça tombe avec le Yom Kippour. Moi, je rêverais qu'elle fasse la même chose avec l'Aïd, le Kébir ou l'Aïd Serré, la fête du Ramadan. Mais malheureusement, c'est pas ça. C'est la laïcité, elle est bonne pour certains, elle n'est pas bonne pour d'autres. Moi, je pense enfin, on la situe effectivement dans les deux aspects, j'allais dire, de la question. D'une part, effectivement, on est dans une crise aujourd'hui sociale, économique, à laquelle les politiques qui sont de droite ou de gauche d'ailleurs n'arrivent pas à apporter des éléments de réponse, n'arrivent pas à résoudre les vrais problèmes et n'arrivent pas à s'attaquer aux véritables problèmes. Et la création en même temps dans ces temps de crise d'un bouc émissaire, c'est une vieille recette, elle est vieille comme le temps et les Juifs ont eu à le payer pendant la crise des années 30. Avant, c'était les Italiens qui ont été au début du siècle massacrés, il y a eu des Italiens qui ont été massacrés à Aigues-Mortes, à Sète, etc. dans le sud de la France, parce qu'il y avait aussi un contexte de crise et parce qu'il y avait la droite et l'extrême droite qui affirmaient leur suprématie entre guillemets sur les restes des composantes de la société française, en l'occurrence les Juifs et les Italiens, d'où l'affaire Dreyfus d'ailleurs à l'époque, début du siècle, c'était, et comment il s'appelait, Maurras à l'époque disait, il faut, c'est ça, non, Maurice Barrès qui disait, il faut la haine de l'ennemi, le rejet de l'autre est un bon ciment pour l'identité nationale. Et quand j'ai lu ça, moi, ça m'a rappelé le débat qu'a lancé la droite sur l'identité nationale. Donc il y a des choses qui se répètent comme ça, qui font que, effectivement, en temps de crise, on cherche le bouc émissaire et on cherche à diaboliser l'autre pour étouffer les véritables problèmes. Le discours islamophobe, il a cette double fonction, de diaboliser ceux qui, à l'intérieur du territoire, apportent une solidarité avec le peuple palestinien, puisqu'on parle de la question palestinienne, qui résistent au traitement qu'il aurait fait dans les banlieues, alors au nom soit de leurs convictions religieuses, ou de leurs engagements politiques, ou ne serait-ce qu'au nom de leur humanité, tout simplement. Donc ceux-là sont diabolisés effectivement systématiquement, et on a un certain nombre effectivement de lobbies, en particulier le lobby sioniste qui est très puissant en France aujourd'hui et personne ne peut le nier. Il y a suffisamment d'écrits, il y a suffisamment de prises de parole, d'enregistrements sur cette problématique-là pour montrer qu'il existe bien ce lobby sioniste qui veut, comment dirais-je, défendre coûte que coûte l'entité sioniste qui est en train
de massacrer en Palestine et dont on voudrait cacher la réalité des massacres, la réalité des expropriations, la réalité des colonisations, la réalité de la disparition de l'identité palestinienne. Et comme on ne veut pas, au nom de nos engagements politiques, religieux, philosophiques, que ce crime continue à se commettre, eh bien on dit, bah non, c'est les islamistes, donc c'est des gens qui sont dangereux, c'est les mêmes que le Hamas, que le Hezbollah, que le djihad islamique, etc., et que l'Iran. Donc voilà, la boucle est bouclée, donc il y a des lobbies qui sont spécialisés, que ce soit dans les médias, que ce soit dans le domaine intellectuel ou dans le domaine politique, qui ont ce travail de diaboliser, d'exploiter le filon de l'islamophobie. Alors il y a ceux-là, et il y en a d'autres. On en parlera peut-être plus en avant dans la conférence. Il y a aussi ce que j'appelle moi les arabes de service, les gamblers. Il y a les opportunistes. Parce qu'aujourd'hui, être antisémite, c'est être voué aux enfers de la société. Être islamophobe, c'est être voué aux lumières de la société et être promu, j'allais dire, dans les hauts rangs de la société, à la lumière des médias et de la classe politique. Alors, il y a certaines personnes qui ont vécu ces périodes-là, des acteurs politiques ou associatifs, qui font la comparaison. Nous, on ne l'a pas vécu, c'est vrai, on le vit à travers l'histoire, à travers les films, et comment dirais-je, toute la mémoire de cette période-là. Il y a également une période de crise. Et comme je l'ai dit effectivement tout à l'heure, en période de crise, on cherche toujours le bouc émissaire, parce que les possédants, les dominants veulent toujours garder leurs privilèges et ne veulent pas lâcher, perdre leurs bénéfices, perdre leurs marges bénéficiaires, perdre leurs intérêts, leurs privilèges. Donc, il faut qu'on trouve un bouc émissaire pour, occuper la galerie, pour amuser la galerie, pour orienter, pour faire diversion, pour dire vos problèmes, ils viennent de l'arabe, vous voyez, il met en cause l'identité française. Le musulman, il n'est pas de la culture française. Sa culture, c'est des misogynes, c'est des terroristes, des barbares, je sais pas quoi, des exciseurs, des violeurs, etc. C'est eux qui mettent en danger votre identité, c'est eux qui mettent en danger la France, c'est vers eux qu'il faut se tourner. Et donc, la rengaine est la même, malheureusement. Avant, c'était le juif qui était fourbe, qui était partout, qui brassait l'argent. Aujourd'hui, c'est le musulman qui est voileur, violeur, polygame, qui met en danger la République quand il est politisé, qui met en danger la culture lorsqu'il ne veut pas manger du porc et boire de l'alcool et se balader en string ou faire la gay pride, etc. etc. Donc j'ai une exploitation comme ça, alors que les différences culturelles, elles existent entre le basque, le corse, le breton et l'alsacien, elles existent. Je veux dire, moi, je ne vois pas plus de différence entre moi et quelqu'un de Bordeaux qu'entre un Corse et un Strasbourgeois. Enfin, voilà. Donc, la question de la culture, je veux dire, il y a autant de cultures que de citoyens dans ce pays, pour moi. Donc, l'argument culturel, c'est un argument fallacieux. C'est une entourloupe dont il faut se dégager et qu'il faut dénoncer. Pour moi, la solution, elle est comme, j'allais dire, on a trouvé des solutions pour la libération des pays de nos parents au Maghreb. Moi, je suis fils de résistant, donc j'ai grandi dans les faits d'armes de mon père et de ses amis. Et j'ai entendu, et ça m'a donné une culture politique et une dignité de dire, oui, quand il y a l'injustice, il faut la combattre. Quand il y a une occupation, il faut la combattre, il faut se libérer, parce qu'on n'a pas à être dominé par qui que ce soit. J'allais dire, la Déclaration universelle des droits de l'homme l'affirme, moi, mes convictions religieuses l'affirment, c'est pas, il dit, c'est le deuxième calife de l'islam, Omar, qui dit, quand est-ce que vous avez mis en esclavage les hommes alors que leurs mères les ont fait libres? Donc moi, je suis contre toutes les formes d'esclavage. Et pour moi, la question palestinienne, c'est une question éminemment politique, c'est une question même symbolique aujourd'hui, dans le registre de la lutte pour la dignité et pour la libération de l'homme. C'est pas un problème arabe, c'est pas un problème musulman, c'est pas un problème moyen-oriental, c'est un problème qui concerne l'ensemble de l'humanité et pour lequel on doit tous se mobiliser. Et que malheureusement, en face, on a une propagande, on a une machine de guerre extraordinaire, qui a des tentacules dans le monde entier, qui fait qu'il y a une sorte de terrorisme intellectuel, de terrorisme politique, qui nous dit, ben non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner en disant, ben oui, il faut partager, il faut arrêter le terrorisme, il faut que les Palestiniens ils soient gentils et qu'ils arrêtent de faire... J'ai entendu même des mouvements de solidarité avec la Palestine, dire, ah ben non, il faut pas qu'il y ait une résistance violente, il faut pas que les Palestiniens ils résistent, non, il faut qu'ils résistent, voilà, c'est ubuesque. Pour moi, c'est ubuesque. La question palestinienne, c'est une question politique qui nécessite le plus de sérieux pour que ce peuple martyr qui souffre depuis un siècle aujourd'hui puisse se libérer, puisse obtenir ce que n'importe qui aspire à obtenir. La France a été occupée par les nazis, a été sous domination, on n'a pas dit on va libérer la Corse et on va laisser le reste du territoire à l'occupant nazi. On a libéré la France en entier. Je ne vois pas, lorsqu'il s'agit de la question palestinienne, certains mots écorcheraient même les soi-disant solidaires de la question palestinienne. Quand on parle de libération de la Palestine, on parle de guerre de résistance, on parle de guerre de libération,
Eh ben, il y en a, ils ont l'impression qu'ils ont tout d'un coup un cadenas devant la bouche. Alors qu'ils sont censés être des défenseurs de la veuve et de l'orphelin, comme dirait l'autre, qui sont censés être porteurs de valeurs universelles qu'ils voudraient partager avec les autres. Alors, il faut raconter ça à d'autres, qu'on n'est pas dupes. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, la posture la plus intègre, la plus respectueuse, c'est la posture de la résistance qui traverse l'ensemble du globe pour moi. C'est pas une question palestinienne, c'est on peut trouver des Chinois, des Japonais, des Chiliens et tout ce que vous voulez, qui sont sur la même posture que nous, qui est une posture politique, où on dit, de la même façon qu'on a abattu l'apartheid dans l'Afrique du Sud, pour que les citoyens de ce pays soient de manière égalitaire face à la loi, face aux institutions, eh ben on voudrait abattre le système, le sionisme, le système qui a mis la main sur la Palestine et qui est en train de fabriquer des citoyens de seconde zone, qui est en train de fabriquer des camps de concentration. Pour moi, Gaza, c'est à l'image des camps de concentration. Aujourd'hui, on emprisonne non pas 500 personnes ou 10 000 personnes, c'est 1 million de personnes qui sont dans des camps. Voilà, pour moi, la question palestinienne, alors certains voudraient l'ethniciser, l'islamiser, la confessionnaliser. Et nous, on doit lutter contre ça, pour dire non, c'est pas vrai. Moi, personnellement, je me suis battu contre l'apartheid, il n'y avait pas de musulmans à l'époque, j'en connaissais pas. C'est pas parce que c'était mes cousins ou mes frères en religion ou je sais pas quoi, c'est parce que des gens qui étaient victimes. Et j'ai lutté avec d'autres contre l'apartheid, comme aujourd'hui je lutte contre le sionisme, qui a été reconnu par l'ONU comme une forme de racisme. Donc pour nous, voilà, et le racisme, moi je lutte contre, que ce soit pour la Palestine ou pour la coordination contre le racisme, l'islamophobie, et pour moi, le combat est le même en fait.